S'engager pour protéger les gens, c'est aussi, au-delà de la protection, expliquer ce qu'on a fait. Donc on rentre dans la notion d'information et de communication. Et on le voit sur le terrain, quand on demande à un volontaire pour expliquer son action de patrouille, la façon dont il a contacté un élu, la façon dont il a contacté un chef d'entreprise, on trouve toujours des gendarmes qui aiment expliquer ce qu'ils ont fait, parce que plus ils l'expliquent, plus ça va se diffuser. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du général de brigade Laurent Bitouzé, chef du CIRPA, le service d'information et de relations publiques de la Gendarmerie nationale. Avec lui, nous allons parler des différentes missions de l'une des plus anciennes institutions françaises, héritière de la maréchaussée. Nous aborderons également des questions de communication opérationnelle, une thématique que nous avons déjà commencé à traiter dans un précédent épisode avec le porte-parole du chef d'état-major des armées. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la sécurité. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes au siège de la Gendarmerie nationale avec le général Bitouzé, chef du CIRPA de la Gendarmerie. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, bienvenue à vous. Alors pour être exact, vous êtes au siège de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Issy-les-Moulineaux, un siège que nous avons inauguré en 2012. Je suis donc le général de division Laurent Bitouzé et je commande le service d'information et de relations publiques des armées-gendarmerie depuis 2 ans et demi. Je suis général de gendarmerie. À l'issue de Saint-Cyr, j'ai eu la chance de pouvoir choisir la gendarmerie et j'ai une carrière depuis près de 30 ans dans cette très belle institution où j'ai alterné, comme tous les parcours militaires et d'officiers militaires, comme mes camarades saint-cyriens et des autres recrutements des armées, j'ai alterné donc les postes de commandement opérationnel et les postes dits de direction ou de conception à la Direction Générale de la Gendarmerie. J'ai commandé en gendarmerie mobile, j'ai commandé en gendarmerie départementale, une compagnie, puis un département, ce qu'on appelle un groupement, le département du Var en l'occurrence, alors que j'avais commandé ma compagnie dans les Alpes. J'ai occupé des postes de direction dans la conception, en particulier dans les ressources humaines, et à la frontière du budget et des ressources humaines, puisque j'ai eu la chance de pouvoir mettre en œuvre la LOLF, loi d'orientation pour les lois de finances, en 2006-2007 pour la Gendarmerie nationale. J'ai été adjoint au sous-directeur de la gestion des personnels, donc c'est la gestion de l'ensemble des personnels de la gendarmerie en centralisé, officiers, corps de soutien, personnel civil et coordination de la gestion des sous-officiers qui est déconcentrée en gendarmerie. J'ai eu la chance à cette occasion d'être en lien avec les syndicats des personnels civils de la Gendarmerie nationale. Et une des particularités de ma carrière, c'est que j'ai 3 mobilités, entre guillemets, extérieures. C'est-à-dire que j'ai servi 3 fois en dehors de la gendarmerie. La dernière fois, c'était en tant qu'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Canada, à Ottawa, donc pour gérer les relations de sécurité entre nos 2 pays, sur des sujets tant opérationnels que de prévention, que de conception, que de méthodologie d'action de la sécurité entre nos 2 pays. J'ai été conseiller pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône au moment de sa création en 2012. C'était une réorganisation de l'État dans le département où a été créée une préfecture de police sur le département distincte de la préfecture traditionnelle, qui est la préfecture zonale départementale à Marseille. Donc c'était tout l'enjeu de la sécurité dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, excessivement intéressant auprès de mes camarades de la police nationale dans l'ensemble du département et auprès de ce préfet nouvellement créé. Et puis, quelques années auparavant, j'ai été commandant militaire de l'hôtel de Matignon pendant 3 ans, ce qui m'a permis de découvrir le fonctionnement de l'exécutif en son cœur, en tout cas dans cette partie du Premier ministre et des services du Premier ministre. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé à arriver dans la communication ? Parce que là, c'est votre cœur de métier maintenant, la communication. La communication, c'est mon cœur de métier actuel, puisque le directeur général a bien voulu me confier cette mission, et j'en étais très honoré il y a 2 ans et demi. Je n'avais fait de communication que mes communications de commandant de terrain, puisque en gendarmerie, j'y reviendrai sûrement, ça fait partie de nos missions de chef, que de commander, que de
communiquer, lapsus révélateur, ça va avec le commandement de communiquer sur le terrain sur nos actions. Voilà, mais évidemment ici, en tant que patron du CIRPA, c'est une toute autre dimension. Particularité pour le CIRPA, pour ceux qui connaissent les autres CIRPA des armées, nous avons conservé le terme de CIRPA lorsque nous avons basculé du ministère de la Défense à l'époque au ministère de l'Intérieur en 2009, je le rappelle, puisque le ministère de l'Intérieur est maintenant le ministère de tutelle en matière de budget et d'organisation pour la gendarmerie, alors que nous sommes toujours bien évidemment une force militaire, à statut militaire, et pour lequel le ministère des Armées est notre ministère de tutelle en matière de ressources humaines, de formation initiale et de vie et d'entretien de nos valeurs militaires, voilà, et de notre statut militaire. Donc CIRPA Gendarmerie, qui regroupe l'ensemble des actions de la communication de la Gendarmerie nationale, qui vont de la création de fiction, de la communication de recrutement, de la communication d'événementiel dans les salons, à la valorisation, à la protection de l'image de la gendarmerie, à la communication interne vis-à-vis de nos 100 000 gendarmes, 30 000 réservistes et dizaines de milliers de retraités qui nous suivent aussi par nos moyens de communication avec eux, et puis toute la communication externe avec les médias, les réseaux sociaux et notre veille de réputation. Voilà, et je reviendrai sur l'ensemble de ces missions très certainement. Voilà ce qu'est le CIRPA Gendarmerie, n'étant pas le seul à faire de la communication en gendarmerie, puisque un des principes de notre communication est qu'elle est déconcentrée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle des échelons de commandement aussi que de communiquer. Oui, la communication est un peu à tous les niveaux. Et par exemple, on a eu l'occasion dans le podcast de découvrir le CNISAG dernièrement. Et son commandant nous expliquait que justement, dans la formation des sauveteurs en montagne, il y a déjà cet élément de communication, d'être capable de prendre en charge des journalistes pour soit leur expliquer. Oui, effectivement, vous connaissez le CNISAG. Un des principes de communication en gendarmerie, c'est que nous donnons la liberté, au sens que nos échelons territoriaux de commandement ont le devoir de communiquer sur leurs actions de protection, de prévention vis-à-vis de la population. Donc c'est la continuité normale des opérations. Donc un commandant de groupement au niveau d'un département, un commandant de compagnie au niveau de l'arrondissement, un patron de CNISAG que vous avez rencontré, a le devoir de prolonger son action opérationnelle par une communication vis-à-vis des médias ou vis-à-vis de presse spécialisée ou de réseaux sociaux s'il en est doté. Justement, vous parliez du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Sur les questions de RH, ça doit déjà être compliqué à gérer. Sur les questions de communication et de communication peut-être de crise, même ça va être encore plus compliqué. Est-ce que, avant d'aborder ça, vous pouvez revenir sur la particularité de la gendarmerie, déjà pour revenir sur, vous avez expliqué ces questions de cette complexité avec les ministères, peut-être qu'on peut revenir sur la différence entre les missions d'un gendarme et les missions d'un policier. Alors ça paraît complexe, mais en fait c'est assez simple. Il faut juste faire un retour sur l'histoire. Tous les pays du monde ont leur histoire et ont construit leur organisation administrative et étatique, et donc policière, puisque la police dans tous les États du monde est une affaire régalienne qui dépend de l'État, même si elle est organisée différemment. La gendarmerie a 8 siècles d'histoire. Elle est héritière des maréchaussées, devenue la maréchaussée, qui était les forces de maintien de l'ordre et de sécurité publique, y compris d'action en justice, des grands seigneurs, du roi, et la gendarmerie, alors qu'elle s'appelait maréchaussée, a été la force constructive de l'État, du territoire de l'État, a été une force nationalisante dans la construction de l'État. Là, je rappelle que le premier maillage territorial de la gendarmerie nationale date de 1720. Maillage territorial au sens d'une organisation méthodologique organisée par décret, circulaire, pardon de ne pas utiliser le bon terme pour les historiens, mais en tout cas par quelque chose d'organisé par les autorités de l'État. Les brigades existaient d'avant, mais 1720, c'est le premier maillage officiel. On a fêté les 300 ans, on fête les 300 ans aujourd'hui, cette année 2021, rappelant que sur les 500 brigades de 1720,
il y en a encore plus de 420 qui sont implantés toujours au même endroit sur le territoire français. C'est vous dire la dimension nationalisante et constructive du territoire français autour de sa force de sécurité qu'est la gendarmerie nationale. Elle a été basculée en nom en gendarmerie nationale sous la Révolution. Et puis perdure sous tous les régimes, dont Napoléon qui a beaucoup employé la gendarmerie, et puis tous les autres régimes bien évidemment, 3e, 4e, 5e République aujourd'hui. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a qu'une seule force de police. Tous les pays, démocratiques en tout cas, ont un système régalien d'exercice de l'ordre avec plusieurs forces. C'est une garantie de cet exercice de l'ordre. Nous sommes les seuls qui avons le pouvoir de priver de liberté individuelle ou collective quelqu'un dans la population. C'est une prérogative légale qui appartient aux forces de l'ordre. Donc pour l'exercer, il vaut mieux pouvoir l'exercer avec un équilibre de force plutôt qu'avec une monoforce. Voilà. Donc aucun pays au monde n'est doté que d'une seule force, voire même beaucoup de pays sont dotés de beaucoup plus de 2 forces. Et il y a 2 grands modèles dans le monde d'organisation des forces de police. Il y a un modèle latin, dont la France est un exemple, mais l'Italie, l'Espagne aussi et bien d'autres, dans lesquels vous avez des forces nationales, la gendarmerie nationale, la police nationale, qui ont les mêmes compétences sur les territoires différents. Mêmes compétences, ça veut dire la prévention, la sécurité publique, et puis l'action répressive, l'action de contrôle, l'action de police judiciaire, l'action de renseignement, et puis l'action de lutte antiterroriste par exemple. Mêmes compétences sur les territoires différents. L'autre modèle mondial, c'est le modèle dit anglo-saxon, qui est un modèle plus horizontal, avec une superposition de forces avec des compétences différentes, mais sur un même territoire. C'est traditionnellement la force municipale, au-dessus la force provinciale et au-dessus la force fédérale. C'est l'image d'Épinal que vous voyez dans les films américains, avec le shérif en tenue qui est le shérif de la municipalité, qui sur un événement se fait pousser par le marshal de l'État, qui sur le même événement, donc compétences différentes sur le même territoire, se fait pousser par le FBI fédéral. Voilà. Donc vous retrouvez cet équilibre de force qui exerce la coercition privative de liberté, puisqu'on est là pour agir dans la protection des populations. C'est juste 2 modèles mondiaux un peu différents. Ça me paraissait important de vous rappeler ce schéma. Et donc en France, le schéma de force nationale a une autre particularité, c'est qu'une des 2 forces est militaire. Issue de son histoire, l'histoire militaire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, maréchaussée, au pluriel puis au singulier, gendarmerie nationale. En Italie, vous avez la Polizia, les Carabinieri et puis la Guardia di Finanza. Vous avez 3 forces comme ça que vous retrouvez au centre de Naples, de Rome et dans tous les territoires avec ces mêmes compétences sur les territoires différents. Qu'est-ce que ça change, excusez-moi je vous coupe, sur le fait que justement il y a une de ces composantes qui est militaire? Qu'est-ce que ça change? Dans l'exercice quotidien de l'action de sécurité, ça ne change rien. Nous avons les mêmes missions de protection des populations, chacun dans notre territoire. Et je dirais que c'est un territoire qui est réparti en temps de paix, si je veux parler en termes militaires, c'est-à-dire il faut bien implanter physiquement les gens quelque part pour qu'ils aient une base de départ pour leur patrouille, pour le contact à la population, pour la surveillance générale. Dès qu'on monte en intensité de crise, ce qui peut arriver tous les jours, ou en compétence, les territoires se mélangent, j'allais dire. En police judiciaire, nous allons chercher les délinquants là où ils sont, et nos camarades de la police vont les chercher là où ils sont aussi. En renseignement, vous pouvez recueillir du renseignement à l'occasion de telle ou telle mission, alors vous n'êtes pas forcément sur votre zone. En fait, le fond de notre action, c'est le contact au territoire. C'est la proximité avec notre territoire. L'implantation par ce maillage territorial que j'évoquais tout à l'heure est essentielle, c'est la base de tout. Et la gendarmerie travaille avec un écosystème, si on peut dire, ou un système d'armes, pour être dans le monde militaire aussi, basé sur ce maillage territorial, un statut militaire, qui engage une gestion des ressources humaines particulières, qui implique donc un engagement en termes d'horaire de travail, d'astreinte, etc., lié au monde militaire,
et qui facilite l'action dans l'étendue du territoire, puisque plus vous êtes étendu, moins vous pouvez compter sur le camarade d'à côté, plus vous devez être polyvalent, et on est complètement dans le système militaire, si vous voulez. Et troisièmement, de ce système d'armes, donc maillage, ça c'est militaire, le logement. On loge les gendarmes au plus profond du territoire, et là où ils travaillent, pour être sûr qu'ils produisent de la sécurité là où ils habitent, et qu'ils habitent là où ils produisent de la sécurité. Ce qui permet, à moindre coût, d'exercer une constance de la sécurité publique sur l'ensemble du territoire par l'État. J'imagine qu'il y a des passerelles plus évidentes peut-être entre quelqu'un qui viendrait de l'univers militaire, dans l'armée de terre par exemple, la marine ou l'armée de l'air et de l'espace, qui pourrait plus facilement venir dans la gendarmerie que dans la police, ou pas forcément ? Pas forcément, c'est du choix des personnels, mais nous avons naturellement, puisque issus du monde militaire, des passerelles à tout type de grade, à tout grade, plutôt généralement en début de carrière, mais il y en a aussi pour les gradés, à 10-15 ans de carrière, des trois armées vers la gendarmerie, y compris pour les officiers qui peuvent intégrer, par la voie des officiers des armes, l'école des officiers de gendarmerie nationale. D'accord. Est-ce qu'en termes de recrutement, parlons un peu de recrutement, c'est quelque chose que vous recherchez justement ? Est-ce que vous allez recruter au sein des armées ou vous allez préférer avoir du civil ? Nous y sommes ouverts, tout dépend des candidatures. C'est vraiment basé sur l'expérience personnelle et le souhait de nos camarades des armées. Voilà, on a un recrutement tous les ans, mais on ne va pas spécifiquement le chercher. En tout cas, on accueille à bras ouverts ceux qui veulent bien venir changer de carrière et basculer vers la gendarmerie nationale. Mais comme peut-être, je ne me suis pas intéressé à la question, certains basculent de l'armée de l'air vers l'armée de terre ou de l'armée de terre vers la marine, je ne sais pas exactement. C'est la même porosité, en tout cas les rangs sont ouverts sans aucune difficulté, bien évidemment. En parlant de recrutement, on peut parler aussi de communication et d'image, de marque, parce que la gendarmerie nationale est aussi une marque, quelque part. On a l'image d'un gendarme, et qu'elle soit bonne ou mauvaise, votre boulot, c'est aussi de la maintenir la plus bonne possible, je suppose. C'est un enjeu, c'est un vrai enjeu. Ouais. Justement, est-ce que c'est l'enjeu du CIRPA. En quoi c'est un enjeu ? Parce que c'est important que la gendarmerie nationale, force de sécurité sur l'ensemble du territoire, ait une image, construise une image, maintienne une image positive vis-à-vis de la population qu'elle a à protéger. C'est essentiel. Donc on y travaille tous les jours. Et bien au-delà du CIRPA, ce que je viens de dire, c'est l'action quotidienne de tous les gendarmes sur les terrains qui y contribuent. Alors, vous parlez d'image, mais c'est un vrai sujet. Nous avons déposé auprès de l'INPI, il y a 6 ans maintenant, la marque Gendarmerie nationale associée à son logo, avec quelques autres marques filles comme GIGN ou Garde républicaine. C'est très important parce que, comme je vous l'ai expliqué dans l'histoire de la gendarmerie, par rapport à l'histoire française et cette force nationalisante qu'elle est par rapport à la nation française, la gendarmerie nationale, nous semble-t-il, et les contacts avec les usagers nous le confirment tous les jours, est une marque dans laquelle on peut se reconnaître, dans laquelle on reconnaît la France, dans laquelle on reconnaît une façon de faire de la sécurité. Et donc nous avons déposé cette marque et nous l'entretenons, c'est tout l'objet de notre communication, c'est vrai, mais c'est avant tout l'objet de notre action sur le territoire, de l'action de nos gendarmes, par leurs actions de prévention, leurs actions de savoir-être, de savoir-faire sur le terrain. Donc par nos couleurs, par un slogan, notre engagement, votre sécurité, que vous voyez maintenant sur tous les véhicules de la gendarmerie et dans toutes nos communications, par un message, une force humaine, qui est un message plus ancien, nous entretenons cette marque et nous faisons vivre cette marque toujours dans l'unique objectif et guidé par un objectif qui est de maintenir ce lien avec la population, être transparent avec la population que nous sommes chargés de protéger et créer de la confiance avec la population. Et c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui où les vecteurs d'expression se multiplient, où les communautés d'expression se multiplient et où la gendarmerie, force nationalisante, par son maillage territorial et sa présence uniforme sur le territoire et son action uniforme de militaire sur le territoire, peut apporter une réponse, une référence, une référence par cette marque. Du coup, ça veut dire que vous êtes obligé, entre guillemets, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller là où les gens sont.
Vous êtes présent où, par exemple? C'est quoi vos vecteurs de communication principaux? Alors, nous y sommes obligés, mais c'est une obligation volontaire en fait. La gendarmerie a toujours été proche de ses usagers en développant une communication qui permettait d'être visible auprès d'eux. Et dans une forme généralement détendue. J'ai retrouvé, grâce à l'ECPAD, que vous connaissez bien, des rushs et des films des années 50, des années 60 de communication de la gendarmerie qui étaient tout aussi décalés que ceux que nous pouvons faire aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, n'hésitez pas à aller les voir, c'est assez étonnant. Nous avons juste hérité de nos anciens cet esprit de proximité et de construire un message qui touche la population. Et donc aujourd'hui, pour construire un message qui touche la population, il faut être présent sur l'ensemble des vecteurs qui sont utilisés par la population. Il y a quelques années, c'était encore que les médias au sens presse, télévisuel, radio ou écrite, PQR ou PQN. Ces médias restent des interlocuteurs essentiels qui garantissent notre lien au territoire. On travaille avec eux tous les jours. Et nos échelons territoriaux de commandement et nous au niveau national. C'est connu, c'est classique, c'est un fait et on développe tous les jours des communications avec eux. Et tout n'est pas payé par CIRPA, heureusement et bien évidemment. Bien au contraire, les forces sont démultipliées sur le terrain par l'action des uns et des autres. Mais quand vous tournez les pages de la PQR, vous avez tous les jours des informations sur la gendarmerie. Que ce soit des informations sur une action de répression judiciaire, mais aussi sur les actions de prévention, de présentation, les inspections annoncées annuelles, les rencontres avec des chefs d'entreprise, des participations avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Enfin, vous trouvez ça dans la PQR, partout. Dans les télés locales, dans les télés départementales, dans les télés régionales. Relations avec les médias, c'est essentiel. Nous les entretenons bien évidemment. Et nous construisons avec eux ce que doit être l'information positive que doit porter une institution telle que la nôtre. Parce que, je reviendrai tout à l'heure, on a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. J'y reviendrai, je continue la description de nos vecteurs de communication. Et bien évidemment, au-delà des médias, nous sommes construits aussi en délivrance d'informations avec les réseaux sociaux. Donc historiquement, on a commencé avec Facebook, on a poursuivi avec Twitter, on s'est mis sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, avec des comptes nationaux, comptes officiels bien évidemment, et des comptes locaux. Toujours cette notion de maillage territorial et de proximité. Aujourd'hui, un habitant du 35 n'est pas un habitant du 56, et du 83 ou du 06. Ils sont pas loin, mais ils s'identifient à leur département. Beaucoup de choses en France sont orienté par rapport à ce département. Donc c'est important d'avoir au niveau du maillage territorial départemental une expression qui corresponde à ce quoi les gens s'identifient dans ce département. Pour donner des informations opérationnelles, coupure de route, inondation, opération judiciaire, opération de prévention, opération de contrôle, c'est ça qu'on délivre sur nos réseaux. Et on devient en ce sens notre propre média pour renforcer ce lien, ce contact à la population. Facebook, on a un compte national qui compte plus de 840 000 maintenant likers ou followers, et on a près de 150 pages, une par département et une par gendarmerie spécialisée, qui regroupent, si on additionne tout, près de 3 millions de suiveurs sur Facebook. C'est une vraie bonne force de frappe. D'information vis-à-vis des populations. Twitter, 2 comptes nationaux et une cinquantaine de comptes locaux. Tous les départements n'y sont pas encore allés, il faut quelques moyens, mais ouais, ça avance très très bien. Pourquoi 2 comptes nationaux? Il y a un compte national, gendarmerie nationale, et puis on a créé il y a 3 ans un compte de la porte-parole de la gendarmerie nationale, car nous avons ressenti l'utilité pour préciser nos informations, pour atteindre une cible qui est plus une cible de décideurs, de préfets, de magistrats, de journalistes, de chefs d'entreprise, ou de gens qui veulent avoir des informations plus précises, un peu en dehors des codes Twitter où on peut faire quelques traits d'humour et quelques vidéos disruptives ou décalées. Là, on a un compte avec la porte-parole qui est plus de la parole officielle. Ça nous permet de livrer plusieurs types de messages. Et c'est très important de pouvoir le faire de façon différente. Instagram qui monte beaucoup et que l'on utilise aujourd'hui comme un compte aussi d'information.
On touche des tranches d'âge différentes avec ces comptes. Et aujourd'hui, les 15-25 ans sont sur Instagram et c'est à eux qu'il faut donner l'information. Et on l'utilise plus seulement pour une expression esthétique qui va très bien au monde militaire qu'est le nôtre, de l'uniforme, du comportement, de l'expression, aussi des territoires. Nos patrouilles au lever de soleil, au coucher de soleil, où on a des paysages fantastiques dans lesquels nous intervenons. Ça fait des beaux supports pour Instagram. Pour autant, on utilise Instagram à titre d'information aussi, pour délivrer une information utile. Oui, vous avez créé votre propre média en quelque sorte et vous gérez l'image de la gendarmerie comme gérer une entreprise au final. C'est-à-dire que là, quand le discours que vous avez, on pourrait le transposer gendarmerie par un produit quelconque et essayer de communiquer au plus grand nombre pour que les gens adhèrent. À la différence que ce n'est pas un produit quelconque et qu'on ne vend rien, si ce n'est j'aime moins le terme de vente dans ces cas, de présenter ce qu'est, et je vais revenir sur la redevabilité, une institution publique qui est, une force de protection des populations, tel que je l'ai décrit avant, une force qui doit rendre compte de son action. On est une force publique, un service public, et au-delà, on délivre un service au public, au-delà d'être un service public. Et ça, on a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population pour expliquer comment ça marche, ce que l'on a fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a telle ou telle problématique de sécurité et comment nous agissons en amont, pendant, après les problématiques, comment on donne des conseils pour éviter de tomber dans une problématique de sécurité, comment on donne des conseils pour aider les gens. Parce que notre contact quotidien, c'est malheureusement trop souvent la difficulté. On ne rentre pas dans une gendarmerie si tout va bien et qu'on n'a pas de problème. Donc on ne rencontre que soit la misère, soit le problème. Donc il faut être en mesure de répondre à ce problème. Il faut être en mesure de l'éviter. On peut donner des conseils de prévention pour l'éviter. Et puis on doit être en mesure d'apporter une réponse directe, adaptée, qui correspond à ce problème-là. Et donc ça, oui, on développe sur un maximum de vecteurs une information sous forme de différents médias et qui permet de créer ce lien avec la population que l'on protège. J'ai pas fini la description des réseaux sociaux. Le compte LinkedIn, qui est un compte plus, comme chacun le sait, sur des comptes plus professionnels, mais qui délivre une information sur ce que fait la gendarmerie. YouTube, on a une chaîne YouTube avec différents produits qui permettent de décrire les experts, la gendarmerie mobile, la vie de la gendarmerie au quotidien. Et j'aimerais citer un vecteur qui n'est pas défini comme un réseau social, mais qui est un vecteur numérique. La gendarmerie a depuis des années un magazine d'information qui s'appelle Gend Info, Gendarmerie Information, qui était de façon très classique, une version papier, comme nos camarades des armées, terre, air, mer, etc. Et nous l'avons transformé depuis peu en une version numérique, en une application que vous pouvez télécharger et inscrire sur votre écran d'accueil. Et en appuyant sur l'icône, vous arriverez sur un média en .fr, gendinfo.fr, qui délivre les informations de la gendarmerie, mis à jour tous les jours, comme tout autre média. Voilà. Je pense qu'on est un des premiers dans l'administration à avoir fait cette démarche. Nous sommes dans une transformation numérique, 3.0, c'est clair. Le numérique, le support numérique permet à l'administration, à la gendarmerie nationale en l'occurrence, de délivrer des informations. Et nous ne devons pas nous priver de délivrer cette information. Il faut l'ouvrir au grand public et à la population pour leur expliquer ce que nous faisons, être transparent et créer cette confiance. Donc gendinfo.fr, c'est très important. Certains médias vont s'y référer. On n'a pas toujours l'opportunité de tout présenter aux médias, ou eux-mêmes n'ont pas toujours la circonstance pour récupérer l'information. Ils peuvent aller la chercher là-dessus et en tout cas, elle intéresse nos communautés. La gendarmerie nationale n'est pas encore sur TikTok ? Elle y réfléchit, ouais. Elle y vient, mais on devrait y aller dans pas longtemps. On va y aller. Oui, pour autant, on s'est quand même posé la question, parce que je rappelle le point essentiel de l'information donnée par la gendarmerie, c'est de donner une information explicative, pédagogique, au sens de transmission d'une information, qui construit une information positive, qui décrypte une fausse information,
qui explique une mauvaise action. Twitter est un réseau d'information. Facebook est un réseau d'information. Instagram devient un réseau d'information, mais n'en est pas un au départ. TikTok n'est pas un réseau d'information au départ. C'est un réseau de partage de vidéos ludiques et parodiques. Il peut se transformer en réseau d'information. Mais notre but, c'est pas de faire du buzz. Notre but, c'est pas de vendre un produit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Certes, nous sommes une marque, mais nous avons une vocation de redevabilité et institutionnelle de présenter notre action. Pourquoi pas aller sur TikTok, mais pour aller dans ce sens. Si c'est pour faire danser les gendarmes, je ne pense pas que ce soit notre vocation initiale. Même si on a besoin d'y réfléchir et de se pencher sur le sujet, parce que les générations avancent, les réseaux sociaux avancent, et on a déjà vu sur TikTok son fond changer et aller vers de l'information. C'est en ce sens-là qu'il faut penser à aller sur un réseau social. Pas pour faire du buzz, par principe. Oui, ou en termes de recrutement, parce que c'est les générations de demain qui s'engagent. Recrutement, information, bien évidemment. Il y a un autre volet dans la catégorie communication. Vous l'avez dit, quand on ouvre le journal et qu'on voit un article sur la gendarmerie ou la police, c'est pas forcément tout le temps pour des raisons plus très joyeuses. C'est soit parce qu'il y a eu une action, un attentat ou un acte criminel, ce genre de choses. Donc vous êtes amené, je pense que c'est aussi le cœur de votre métier, de gérer la communication de crise, quand il se passe des choses qui peuvent même impliquer la gendarmerie directement. Je pense par exemple avec ce qui s'est passé à Sivins, ce qui s'est passé avec l'affaire Traoré, ce genre de choses. Comment on gère, du coup, comment on bascule sur cette communication un peu moins peut-être sympathique, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que ça peut être aussi tout intéressant de gérer ce genre de communication. Ça fait partie de notre sujet, de notre métier. C'est vrai que ça le devient de plus en plus fréquent. Je pense en raison de cette source numérique qui facilite le partage d'informations qui existait avant, mais qui était moins partagé par ce côté technique. Voilà. Donc il faut que nous y participions, que nous y soyons, pour décrypter, pour expliquer ce que l'on fait très régulièrement. Alors c'est une mécanique un peu complexe, puisque ça dépend aussi de la viralité, du degré de visibilité de telle ou telle information. Mais nous sommes en lien avec ça, avec nos camarades de la police, avec nos camarades des armées, parce qu'il y a des informations qui peuvent être communes aux deux, avec évidemment les cabinets des ministres, et nous produisons des réponses, des décryptages sur nos réseaux, l'idée est d'être au plus près de la détection de cette information pour pouvoir au plus tôt délivrer une information décryptée qui explique ce qui s'est passé et qui ne nie pas les choses si jamais il devait y avoir une mauvaise action sur le terrain. Et bien souvent, nos décryptages amènent des éléments complémentaires, un autre angle à la même image, à la même photo, et permet, pour ceux qui veulent bien entendre ces éléments de décryptage, d'apporter des éléments complémentaires qui éclairent la situation. Voilà. Et si jamais les situations dérapent, il y a bien évidemment la justice, la saisine, qui permettra de délivrer par une enquête l'information sur la situation. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en même temps. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, et je dirais même le temps des réseaux sociaux et de l'immédiateté n'est même pas le temps médiatique. Bien souvent, on décrypte des affaires et on les traite via les réseaux sociaux, et si possible via les points FR de tel ou tel média, bien avant les 24 heures et l'apparition du journal le lendemain. Voilà. Et donc il peut arriver que sur une même situation, nous ayons vraiment plusieurs temps qui se complètent. Il y a un temps de détection et de réaction de décryptage immédiat dans un quantum d'heures, un temps de réponse médiatique dans un quantum de 24-48 heures, et puis évidemment le temps judiciaire qui va derrière et qui lui peut durer plusieurs semaines. Il y a même deux temporalités différentes aussi sur la communication que vous allez faire tous les jours pour gagner le cœur des citoyens aussi et montrer que vous êtes une institution importante et qui est là à leur service. Et le temps de communication beaucoup plus court, où il s'est passé quelque chose qui va faire appel à l'émotion. Je pense à, par exemple, aujourd'hui, le climat qu'il y a
sur tout quand on parle de violence policière ou de manifestations, ce genre de choses, où là l'image des forces de l'ordre, des forces armées, des forces de l'ordre, est peut-être un peu moins partagée, on va dire. Comment on le gère ça justement, ces deux temporalités Est-ce que quand vous êtes dans votre communication de tous les jours, j'ai envie de dire sans qu'il y ait de crise particulière, vous pensez à ça? Oui, on pense à ça. Bien sûr, on pense à ça, mais on pense à ça à chaque fois qu'on délivre une communication. Parce que notre communication, elle doit être factuelle, elle doit être claire. Et donc, elle présente une situation, elle l'explique. C'est justement pas une communication émotionnelle. C'est pas une communication sensationnelle. C'est une communication descriptive, explicative, transparente. Alors, le problème que l'on voit là, c'est que ça crée une certaine asymétrie. Asymétrie de fond et de forme. On est parfaitement conscient que lorsqu'on délivre une explication, une information expliquée avec une photo ou une vidéo, elle sera bien moins virale qu'une vidéo qui amène de l'émotion et de la sensation. On le sait. Mais en revanche, elle a le mérite d'exister et d'expliquer cette situation. D'accord ? Et une asymétrie aussi de forme, puisque face aux dizaines et dizaines de téléphones ou de caméras pour lesquels chacun peut se transformer en média, lui-même, nous ne sommes que 1, 2 ou 3 caméras sur une même situation, et bien souvent c'est qu'une seule. Donc il y a une asymétrie aussi de forme. Mais il faut accepter cette asymétrie parce que le message que nous délivrons, nous, qui peut être quantitativement moindre, et même s'il est moins relayé, c'est un message dont on sait par les études de statistiques, par les audits faits par les différents cabinets spécialisés de conseils de communication, les messages que nous livrons sont des messages auxquels les gens croient, qui créent de la confiance. Ils savent que l'image ou la photo que nous délivrons est une image la plus objective possible et la plus proche de la réalité des faits possibles. Ce qui n'empêche pas que d'autres images ou d'autres interprétations soient données et qui, elles, deviennent virales parce qu'elles sont émotionnelles. Mais la nôtre, on sait qu'elle est crue. Voilà. Et donc c'est essentiel de conserver ce message de vérité, j'allais dire, de vérité objective, factuelle, qui crée cette confiance. Qu'est-ce que vous pensez justement de tout le débat qu'il y a en ce moment et qui même crée les événements qu'on vit aujourd'hui? Je pense à la loi sécurité ou le fait qu'il y ait cette proposition de loi qui proposerait de ne plus pouvoir faire d'image des forces de l'ordre lors de leur travail. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est un peu touchy, mais juste sur cette question aujourd'hui dans les manifestations, tout le monde devient communicant, on va dire. Certains vont tous médias, on appelle ça nous. Nous, on dit tous médias. Tout le monde devient un média. Tout le monde devient un média. Certains vont dire à tort qu'ils sont journalistes. C'est ça aussi la problématique. En tant que journaliste, moi, je le conçois comme ça. Je comprends votre question. Par la loi, quand le gendarme ou le policier est sur le terrain, il ne s'appartient plus. Il représente l'État dans son uniforme. Il ne peut pas s'opposer à être filmé ou être pris en photo. C'est un fait, nos gendarmes le savent, mais c'est une chose de faire son travail en ayant ça en tête, et c'est une autre chose que de le faire avec des dizaines de téléphones qui arrivent à 10 cm de vos oreilles, et voilà. Nous avons appris à gérer ça sur le terrain. Le seul obstacle que nous mettons à ça, c'est les conditions de sécurité d'intervention des uns et des autres, parce que toutes nos opérations, quand même, nécessitent quelques précautions. Voilà. Il est vrai par ailleurs qu'il faut trouver un moyen, je pense en étant, encore une fois, très transparent, très confiant avec la population, de protéger nos personnels, au sens où leur intervention ne se personnifie pas. C'est la gendarmerie qui agit, c'est pas un tel ou un tel. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument qu'auraient des personnes qui écoutent cet échange ou qui sont fait de ça, qui pourraient se dire que l'erreur est humaine et qu'il peut y avoir aussi des débordements au sein des forces de l'ordre et que justement le fait qu'il y ait des observateurs indépendants ou du moins extérieurs qui pourraient fournir des images qui iraient à l'encontre de
l'image que justement vous mettez en avant. Mais bien sûr qu'on en accueille. Nous, on embarque avec nous dans toutes nos opérations des journalistes très 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 régulièrement. Dans les opérations du quotidien, dans les opérations de maintien de l'ordre, il n'y a aucune difficulté avec ça. Et si jamais à un moment ou à un autre il y a une erreur de fait, une faute de commise, on saisit la justice, il y a une enquête de fait et l'IGPN d'un côté ou l'IGGN de l'autre est saisi, enfin c'est sous l'autorité du procureur de la République, il n'y a aucune difficulté avec ça. Et donc nous avons appris à gérer ces multiples médias autour de nous. Nos personnels en maintien de l'ordre, par exemple, en manifestation, ont appris à les gérer. Donc des observateurs, très bien, aucun problème, on en embarque tous les jours. Je pensais plus quand vous dites tous médias, à ces journalistes avec de gros guillemets, ou du moins ces automédias, ces militants qui filment, qui créent cette matière première, qui n'est pas une information mise en forme justement, mais plus une matière première, qui est parfois utilisée par les médias qui ont plus de crédibilité. C'est plus à ça que je pensais en fait, parce que c'est un peu le débat de fond qu'il y a au final, mais qui est vachement intéressant, je pense même pour vous communicants aussi, parce que c'est un challenge en plus. On est très souvent conviés, invités, parfois pas, mais malheureusement, mais à expliquer et à décrypter des images. La problématique, c'est que c'est très difficile de répondre à cette image émotionnelle dans les minutes qui viennent, parce que dans les minutes, parce qu'il faut expliquer le contexte de ce qui s'est passé dans les minutes avant, dans les heures avant, voilà. Donc il faut aussi accepter, nous c'est ce qu'on explique dans nos décryptages, que voilà, l'image apparaît comme ça, et que si jamais il y a vraiment une apparence de faute, l'enquête dira vraiment ce qu'il en est. Rendez-vous dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines pour le résultat de l'enquête. Il faut juste ne pas s'arrêter à cette émotion immédiate, quoi. Voilà. C'est une vraie problématique, je dirais, pas que de sécurité, sociétale. Pour l'ensemble de nos pans de vie sociale aujourd'hui. Voilà, c'est un problème, c'est une problématique, parce que le numérique, il est là, il nous sert tous les jours, et heureusement, et ça nous aide. C'est un pan du numérique qu'il faut savoir apprendre à gérer, que ce soit dans l'éducation nationale, comme dans la sécurité, comme dans les armées, comme dans tout pan de notre société. Vous parlez d'émotion du moment, c'est évident que les médias, le fond de commerce d'un média, pour qu'il puisse exister, c'est qu'il soit capable d'utiliser cette émotion, ce qu'on va appeler un peu à défaut le sensationnel, c'est-à-dire aller jouer un peu sur les biais cognitifs des spectateurs. Comment vous l'appréhendez et comment vous le gérez justement ça ? Être capable pas de contrer ou du moins de faire avec. Déjà, nous on explique beaucoup de choses aux médias. On embarque les médias avec nous très souvent. On les emmène au centre de formation des gendarmes mobiles, au centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier, par exemple, pour leur expliquer comment fonctionne une opération, pour leur expliquer comment se mène une manifestation. Et donc, on fait des voyages de presse très régulièrement au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, auprès de nous, pour expliquer comment fonctionnent les choses. De ce fait, les commentateurs, les journalistes qui sont amenés à commenter les images ont des clés d'explication, ont des clés de compréhension qui leur permettent d'eux-mêmes, et c'est normal, c'est la transparence dont je vous parlais, qui leur permet d'expliquer les images. Après, il y a des experts qui vont sur les plateaux, il y a des chroniqueurs qui permettent, de la gendarmerie ou pas d'ailleurs, certains se disent experts, certains sont plus experts que d'autres, mais on explique les choses, au besoin en direct. Voilà, il faut ouvrir les portes, expliquer les choses, faire de la pédagogie au sens de la transmission de compétences pour que les gens sachent et puissent éclairer leur appréciation par eux-mêmes en fait. Voilà, qu'ils soient journalistes ou téléspectateurs. Et on fait cette démarche d'explication. Comment vous faites pour vous former, vous peut-être à titre personnel, pour être dans une logique de progression à ce niveau-là, sur la communication, parce que je suppose qu'il n'y a pas forcément d'école de communication à destination de la gendarmerie. Comment ça se passe concrètement ? Vous avez des média training avec des professionnels ou... Alors, il y a deux choses dans votre question. D'une part, on entretient un réseau d'experts qui sont en mesure de prendre la parole dans les médias. C'est le
le maillage territorial numérique que je vous ai exposé tout à l'heure, être nombreux en parole institutionnelle, c'est des experts de police judiciaire, cyber, maintien de l'ordre, prévention qui sont en mesure de parler et d'expliciter. On incarne la parole. C'est un gendarme qui va expliquer sa mission de prévention ou d'action. Ça permet de clarifier les choses vis-à-vis du lecteur ou du téléspectateur. On a évidemment la porte-parole de la gendarmerie, qui ne peut pas prendre la parole sur tout, donc qui est aidé par ces réseaux-là, qu'on forme, on alimente, etc. C'est un premier point. Et puis après, il y a une notion plus stratégique dans votre question, c'est comment on s'adapte à ces formes de communication. On est en réseau. Moi, je parle tous les jours à mon camarade de la police, à mon camarade du ministère de l'Intérieur, aux pompiers, à mes camarades des armées, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. J'échange avec un réseau de directeurs de communication, du privé, du public. Donc, on apprend ensemble. Et aujourd'hui, bien moins limpe, qui pourrait dire quel sera le réseau social qui va pointer son nez en 2021 ou 2022 ? TikTok a moins de 2 ans, donc voilà. Donc on apprend aussi en marchant et surtout en s'ouvrant sur les autres. En s'ouvrant sur les autres du monde de la communication et puis en s'ouvrant sur la population. Parce qu'on a beaucoup d'interactions avec la population. Dans nos réseaux, les commentaires, les réponses, les demandes. On a créé la brigade numérique il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est que la brigade numérique ? C'est une brigade territoriale, pardon, lapsus. C'est une brigade de gendarmerie qui justement n'est pas territoriale implantée quelque part, elle est numérique, elle est sur la toile. Mais c'est une vraie brigade de gendarmerie. N'importe qui peut la saisir par son Facebook, son Twitter, son chat, son MSN, le site internet, et depuis son canapé, discuter avec un gendarme comme si vous alliez la rencontrer dans votre brigade territoriale locale. Ça nous donne des interactions avec la population dans un monde numérique qui fait qu'on s'adapte à ce que recherchent les gens et à la façon dont la société évolue. C'est essentiel, il faut faire cette adaptation. La brigade numérique a 3 ans maintenant, donc ça fait 3 ans, ça paraît un monde dans les réseaux sociaux. La brigade numérique est née alors que TikTok n'existait pas. Voilà. Je pense que ça répond à votre question, mais c'est ça. On est dans un move constant dans lequel on s'adapte aux formes d'évolution, de transmission d'informations de la société d'aujourd'hui. C'est très intéressant, le conseil que vous donnez est très intéressant puisqu'on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu que militaire et je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui justement sont dans cette même logique et cette même demande de savoir comment s'adapter, comment s'entourer, comment faire progresser cette veille-là aussi. Oui. C'est une veille. Alors on allie un réseau territorial que je vous évoquais dans tous les départements, par exemple on a dans ce qu'on appelle des référents sûreté. Les référents sûreté, c'est des gendarmes qui sont formés pour aller conseiller des entreprises ou des administrations sur la façon de se protéger. Non seulement protéger physiquement, vidéosurveillance, fermer les portes, les fenêtres, des conseils basiques, mais aussi en matière de cybersécurité. On a des cyber-enquêteurs qui expliquent comment se protéger des hackers, etc. Alors là, il y a un service physique, mais ce service physique, on le propose aussi via la brigade numérique, on le propose via des contacts avec les chambres de commerce, avec... cette adaptation, elle est à toutes ces populations, elle est essentielle. Et c'est ça qui nous permet de maintenir ce lien, ce contact à la population, y compris sur des parties de population, parce que tout ce qui intéresse le chef d'entreprise n'intéresse pas forcément l'agriculteur et vice-versa, et on a des actions précises d'information vis-à-vis des uns et des autres. Par ces réseaux territoriaux de gendarmes formés et par nos réseaux numériques. En parlant de communication et de visibilité de la marque, donc vous avez déposé, comme vous l'avez expliqué, j'ai vu que vous aviez aussi monté une boutique en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Exactement. On a déposé la marque, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs années, 5-6 ans maintenant, et des marques filles. Et nous voulions développer une politique d'objets à destination du grand public. Pour ça, nous avons ouvert un marché public pour lequel plusieurs entreprises ont répondu. L'une a été choisie dans ce marché public. Et depuis juillet dernier, nous avons ouvert avec elle la boutique en ligne de la Gendarmerie nationale. Boutique officielle, dans laquelle vous trouvez des produits qui représentent la marque gendarmerie, dans laquelle le grand public peut s'identifier. C'est à leur disposition et par ces identifications, véhiculer, transmettre la marque au travers de
de ces produits. Donc il y en a pour les enfants, il y a des produits du terroir, il y a des produits textiles, de sport, c'est des produits pratiques, des produits de sécurité pour certains, des produits d'identification à la marque gendarmerie. Voilà, et c'est une très belle avancée pour le développement d'une marque. L'Élysée l'avait fait il y a 2 ans, nous on l'a fait cette année. Voilà, et c'est une très belle expérience pour l'image de la gendarmerie. Les bénéfices, le chiffre d'affaires, l'argent qui est généré par cette boutique, il va où? Alors, c'est pas l'argent et les bénéfices qui nous intéressent. Le business model, il est chez l'entreprise. Nous, on touche quelques royalties, effectivement. Et l'argent, il est tracé, on l'a expliqué, il va pour l'amélioration des conditions de vie des personnels. Voilà. Donc, ça aidera, parce que pour l'instant, on n'est pas encore à la fin du premier exercice, pour la vie quotidienne de nos gendarmes dans leurs unités. Il y a aussi une boutique GIGN, d'ailleurs, il me semble. Non ? Alors, on regroupe dans cette boutique les quelques boutiques qui pouvaient exister de façon antérieure, comme à la Garde Républicaine ou au GIGN. Et donc, les 2 marques GIGN et Garde Républicaine sont des marques qui, avec la marque Gendarmerie Nationale, sont développées par la boutique en ligne. Pour terminer, je vais poser une question que je pose systématiquement à tous nos invités, qui est quel est le conseil que vous aimeriez donner, qu'on vous a peut-être donné, qui vous a aidé, à quelqu'un qui a envie de s'engager dans la gendarmerie et plus particulièrement dans un aspect plus communication? Alors déjà, on ne s'engage pas dans la gendarmerie pour faire de la communication. On s'engage dans la gendarmerie pour protéger les gens, pour servir les gens, pour servir la population. C'est une forme d'engagement personnel et d'abnégation qui est essentielle. Après, dans mon esprit, c'est peut-être pour ça qu'on m'a nommé la tête de la communication, s'engager pour protéger les gens, c'est aussi, au-delà de la protection, expliquer ce qu'on a fait. Donc on rentre dans la notion d'information et de communication. Et on le voit sur le terrain, quand on demande à un volontaire pour expliquer son action de patrouille, la façon dont il a contacté un élu, la façon dont il a contacté la chef d'entreprise, on trouve toujours des gendarmes qui aiment expliquer ce qu'ils ont fait, parce que plus ils l'expliquent, plus ça va se diffuser. Un conseil à quelqu'un qui veut rentrer en gendarmerie, c'est d'y rentrer parce qu'on veut protéger la population, être en lien avec eux et aimer le contact au sens de créer du lien social avec la population. On a développé pendant la crise sanitaire une opération au sens militaire du terme qui s'appelle répondre présent. Qu'est-ce que c'est que répondre présent? C'est le fait que pendant le premier confinement, alors que tout le monde était chez soi, parce que confiné, par obligation, que les gendarmes étaient sur le terrain pour faire le minimum de sécurité qu'il y avait à faire, ils sont allés au-delà de leur mission de sécurité et ils ont fait un service au public en aidant les soignants, les pharmacies, les entreprises qui étaient en télétravail, qui n'avaient pas l'habitude, les élus qui n'avaient plus de personnel avec eux parce qu'il y a confinement, d'aller distribuer des cours à des enfants éloignés puisque les réseaux scolaires ne fonctionnaient plus. C'est ça, répondre présent. Alors ça s'est développé pendant la crise, mais en fait c'est l'ADN de la gendarmerie. C'est créer le contact, garder le contact au-delà de la mission de protection. C'est aimer les gens. Donc on s'engage en gendarmerie pour ça. Voilà. Et derrière, si on ne le dit pas, on ne remplit pas notre devoir de redevabilité. Donc c'est une prolongation naturelle de l'engagement pour la population par le gendarme. C'est une très belle conclusion. Merci pour cet échange. Je vous en prie, merci à vous, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.